dans ton écran. Dans le premier épisode, nous avons vu comment les plateformes apprennent à observer nos comportements. Parce que ce scandale, il a quand même montré qu'on pouvait déduire des traits de personnalité, de peur, de préférences, enfin des choses extrêmement intimes, à partir de comportements triviaux. Et qu'une plateforme sociale, elle pouvait devenir un terrain d'opération, alors évidemment publicitaire, mais aussi politique et idéologique, quoi. Dans cet épisode, nous allons voir ce que ces systèmes changent dans nos relations et si nous sommes condamnés à rester coincés dans nos bulles algorithmiques. Mais avant de voir comment sortir de ces systèmes, il faut d'abord comprendre pourquoi ils fonctionnent si bien sur nous tous. Pour tenter d'y répondre, j'ai interrogé Laurent François, spécialiste de l'innovation numérique et de l'influence, auteur du livre « Craquer l'algorithme, réenchanter les réseaux sociaux ». Ben alors je crois que c'est là où il y a un petit peu d'espoir. En revanche, ça nécessite un travail déjà de prise de conscience qu'on est dans des communautés ou des paracommunautés sans s'en rendre compte. Donc déjà, c'est assez difficile. Et ensuite, tout un travail, je dirais, de reprise en main de soi-même dans le réel qui nécessite beaucoup d'efforts. Ce que je veux dire par là, c'est que si ces communautés en ligne ou ces espèces de bulles d'adhésion, de paracommunautés fonctionnent si bien, c'est pas parce que les gens sont complètement stupides et se retrouvent manipulés en 2 clics. C'est parce que en réalité, et je crois que c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est qu'il y a en fait du feel good. Il y a en fait beaucoup, beaucoup de plaisir à rentrer dans des paracommunautés, même dans des comportements super déviants. C'est qu'il y a un ratio plaisir-inconvénient qui est en fait extrêmement développé. Ça peut être du plaisir parce que vous créez des solidarités en ligne, ça peut être du plaisir parce que vous avez des passions tristes et n'empêche que, vous allez, pouvoir les satisfaire. Ça peut vous apporter du plaisir parce que tout d'un coup, vous pouvez être reconnu par, d'autres individus et que n'empêche les effets de réciprocité font que parfois vous acceptez de devenir intolérant ou de devenir un tortionnaire, par un effet d'entraînement. Donc c'est très, très, très difficile de s'extirper de ces dieux-là, de façon volontaire, tout seul, par la simple, volonté, personnelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ouvrir Insta, de scroller 2-3 minutes et d'avoir déjà envie de le refermer? Depuis quelques années, un nouveau phénomène apparaît. On est de plus en plus à ressentir une vraie lassitude numérique. La tendance d'utilisation des plateformes est maintenant à la baisse, surtout chez la Gen Z. De plus en plus d'utilisateurs disent ressentir une forme de fatigue numérique. Quand vous regardez toutes les études, que ce soit de JWI, que ce soit même du CREDOC, que ce soit ce qui était diffusé dans le Financial Times qui a fait le tour d'internet depuis 8 mois, c'est que pour la première fois dans l'histoire, le temps passé dans les réseaux sociaux s'est stabilisé, voire est en train de diminuer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens sur une journée de 24 heures sont en train d'avoir des stratégies de réallocation, du temps. Le deuxième élément, c'est que c'est pas parce qu'on est hyper connecté qu'on est hyper relié. Là, on commence à avoir une courbe d'apprentissage, je dirais, et d'expérience sur, plein de promesses qui avaient été faites via le numérique, qui se retrouvent déçues. Ce ralentissement ne signifie pas que les plateformes disparaissent, mais il montre que la promesse d'un monde toujours plus connecté commence à être interrogée par ceux qui l'utilisent. Je vais t'expliquer pourquoi être en dating fatigue, c'est en fait une bénédiction bien cachée. Quand les applications de rencontres épuisent, ça c'est un phénomène qu'on risque de voir de plus en plus. Cette fatigue numérique apparaît dans plusieurs usages du quotidien. Un exemple particulièrement visible, les applications de rencontres. Aujourd'hui, dans plusieurs pays occidentaux, près d'un couple sur 3 se forme en ligne. Comment vous dire que c'était une épreuve? Ça a duré 24 heures, j'ai désinstallé l'application. Mais l'enthousiasme semble s'essouffler. C'est abusé, mais je vois de plus en plus de mes potes qui installent et désinstallent rapidement l'appli. Un sondage mené par Forbes Health indique que près de 8 utilisateurs sur 10 ressentent une forme de fatigue liée à ces applications. Une tendance renforcée par la promesse faite par ces plateformes, trouver l'amour grâce aux algorithmes. Sur le papier, c'est quand même super, ça permet de mettre les gens en relation, enfin, on a envie d'y croire. Moi aussi, j'ai eu envie d'y croire et j'étais bien déçue. Mais pointer les points communs entre deux profils ne suffit pas à créer une alchimie. Si t'es un homme, t'as 2% de chance de matcher sur... D'autant que différentes analyses de données concordent sur les applications de rencontres les plus connues.
une petite minorité de profils concentre une grande partie des likes. 80% de mecs et 20% de meufs. Ces plateformes ne se contentent pas de connecter des individus, elles organisent aussi la visibilité. Un système de classement où tous les mecs sont en compétition et classés. Qui est vu, qui ne l'est pas. Puisse montrer la crème de la crème, le 0,01% des mecs les plus beaux. La rencontre devient alors ce que certains chercheurs appellent un marché de l'amour algorithmique, un espace où l'on apprend peu à peu à se présenter, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à l'algorithme. Vous avez vu que les Tinder de ce monde sont en train d'essayer de nous vendre maintenant des événements dans la vie réelle. En réalité, il y a un changement de paradigme qui opère parce que les gens sont effectivement sans doute exténués, déçus. C'est pas nécessairement toujours un désamour militant, c'est-à-dire que c'est pas toujours conscient, rationnel pour créer un monde meilleur. C'est d'abord parce que eux-mêmes, à une échelle, on va dire micro, se retrouvent déçus et retrouvent plus le plaisir. On en revient à cette notion de plaisir. Et puis il y a aussi des éléments qui sont que qu'est-ce que j'ai en échange du temps que j'alloue aux plateformes. Et on le voit encore une fois à plein d'étages, il y a plein de signaux qui prouvent que, en tout cas, les gens attendent autre chose en termes de proposition de valeur des plateformes. Pourquoi, quand on attaque un paquet, on ne peut pas s'empêcher de le terminer? Pourquoi notre main est-elle irrésistiblement attirée dedans? Quel est cet attracteur diabolique qui nous emmène vers le fond? Il arrive quand même un point de félicité. Et le point de félicité, c'est une notion qu'on a plutôt traitée dans l'industrie agroalimentaire, qui est le point à partir duquel, quand on a en gros mangé trop de sucre ou quand les aliments sont trop sucrés, à partir duquel en fait on n'éprouve plus de plaisir. Et dans les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. C'est que vous pouvez tirer sur la corde. Il arrive un moment donné où ce que vous allez rajouter ou la violence que vous allez rajouter en plus ou le côté un peu gore, enfin, en fait, est simplement too much, où les gens se rendent compte tout d'un coup que ça leur apporte plus assez de plaisir. C'est-à-dire qu'ils ont arrivé à un point limite, à partir duquel, ça sert plus à rien, si j'ose dire, de passer plus de temps. Et donc il y a plein de sujets, plein de thématiques, plein de communautés où justement les gens s'auto-excluent parce que de manière totalement, égocentrique, ça leur apporte plus le même plaisir. Donc ça, c'est quand même un point qui est intéressant. Mais si certains utilisateurs finissent par atteindre ce point de saturation dont parle Laurent, les plateformes, elles, continuent d'optimiser leur système. Car leur modèle économique repose sur une logique simple, capter notre attention le plus longtemps possible. Alors, dans un environnement conçu pour maximiser ces réactions, quelle est la part de responsabilité des plateformes ? Absolument énorme. C'est-à-dire que, Meta, jusqu'à il y a pas très longtemps, leur indicateur de performance principal, c'était le teen time spent. C'est-à-dire que Zuckerberg était obsédé par, une seule chose, c'est le temps passé des plus jeunes sur sa plateforme. Voilà, ça c'était quand même le principal indicateur, son obsession pendant des années. Alors il en est un petit peu revenu, mais ça veut dire que tout le design de ces plateformes était pour faire passer plus de temps en fait, sur leurs écosystèmes. Et pour faire passer plus de temps, une des, façons les plus faciles, c'est de créer, encore une fois, des passions tristes. C'est de pouvoir générer de l'opposition, c'est de pouvoir générer du clash, c'est de pouvoir générer, de l'énervement dans les commentaires. Donc ça, c'est un premier élément. Ils ont une responsabilité dans le design même de leur plateforme, quand le design est fait pour qu'on se mette tous dessus. Ça, c'est évident. Le deuxième élément, c'est au niveau de l'économie elle-même. C'est qu'à un moment donné, vous êtes créateur de contenu. Qu'est-ce qui ramène le plus d'argent? Un contenu qui est, rationnel, sur le temps long, qui est très positif? Ou est-ce que le raccourci, c'est pas d'être beaucoup plus clivant, de générer du clash et de travailler plutôt des formats hyper agressifs où, on vous dit que le plus important, c'est le hook des 20 premières secondes? Pareil, c'est que je pense qu'il y a une responsabilité au niveau non seulement de la tuyauterie, mais aussi de ce qui est véhiculé par les tuyaux, par les plateformes. Mais le problème ne se limite pas au design des plateformes ni au contenu qui y circule. Il touche aussi à une question beaucoup plus large, celle de leur gouvernance. On l'a vu suite à l'élection de Trump, la plupart des réseaux sociaux ont eu et notamment Meta, ont eu tendance à en fait licencier des modérateurs humains pour nous vendre une modération automatisée par intelligence artificielle, gros kikoulol quand on voit ce qui se passe sur leur plateforme. Bon, et on se rend compte que le sujet de la gouvernance n'est jamais en fait traité du point de vue de la gouvernance, mais uniquement de la modération. Ce qui veut dire qu'on a des plateformes
qui organisent des mini-sociétés, qui organisent des mini-communautés, voire des maxi-communautés, sans jamais créer de droits et de devoirs, sans jamais réellement avoir de guide de gouvernance, sans jamais vraiment mettre en place des rôles de contre-pouvoir, alors même que les individus, que les audiences, que les personnes utilisent ces plateformes pour gérer leurs liens sociaux. Donc, bien sûr, ils se cachent derrière, encore une fois, les terms and conditions en disant que tout est évidemment limpide pour l'utilisateur. La réalité, c'est que jusqu'à très récemment, on a laissé les plateformes, notamment américaines, faire absolument ce qu'elles voulaient parce qu'on ne voyait pas venir l'impact dangereux sur les moyens de socialisation et de politisation de nos concitoyens, tout simplement. Mais est-ce que l'Europe, elle a pas mis quelques verrous en place? Oui, ça commence. Alors encore une fois, moi je suis pas spécialiste, du droit en tant que tel. Maintenant, il y a eu des tas d'initiatives qui avaient été, amorcées, du temps de Thierry Breton, de Cédric O, qui ont fait quand même des choses au niveau européen, fort heureusement. L'Europe, permet d'imposer, en tout cas, plus de transparence au niveau des données. Elle met des énormes coups de pression par rapport, même au design des applications et vous voyez à quel point le lobby d'en face, se cache derrière la liberté d'expression, et que ça prend pas tant que ça en Europe parce qu'on n'a pas l'équivalent d'un premier amendement et on a une définition qui justement n'est pas américaine. Donc oui, ça commence à opérer, mais ça doit être à 2 étages. Autrement dit, ces espaces structurent de véritables vies sociales, mais sans les cadres collectifs qui devraient les accompagner. Mais réguler les plateformes ne passe pas seulement par le droit, une autre question apparaît, celle de la manière dont les citoyens comprennent ces outils, et donc de la manière dont on les apprend. Vous vous rendez compte notamment que les publics les plus jeunes sont, très handicapés en réalité, quand il s'agit de comprendre comment un ordinateur fonctionne. Pourquoi? Alors je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vais pas vous demander, mais pour ceux qui sont nés avant internet et qui l'ont découvert, on va dire au collège, on leur a appris à effectuer des requêtes booléennes, au CDI du collège. Voilà, donc on leur a appris qu'il fallait utiliser un clavier, qu'il fallait utiliser tous ses doigts et qu'en gros, internet c'était de la tuyauterie, c'était des grosses bases de données et qu'en fait il y avait une complexité derrière. Donc ça paraît idiot, mais ça change absolument tout quand les générations suivantes se retrouvent à être inaptes devant un clavier, utilisent, 2 pouces et n'ont jamais appris à utiliser, les plateformes, on va dire, de manière un tout petit peu plus sophistiquée que simple consommateur ou utilisateur. Donc là aussi, il y a un travail à mon avis absolument énorme à faire pour réexpliquer la façon dont les infrastructures fonctionnent. La bonne nouvelle, c'est encore une fois qu'en France, vous avez des profs qui sont au taquet sur le sujet, qui ont, pris le train, on va dire numérique, il y a maintenant 8-10 ans, qui ont fait un travail absolument conséquent, on va dire, d'apprentissage de ces outils, en plus de tout ce qu'ils doivent gérer en plus. Mais pour le coup, les corps intermédiaires et les fonctionnaires, je pense, ont un rôle absolument monstrueux à jouer parce que c'est eux qui sont en train de former, les futurs usagers. Un contre-pouvoir discret mais essentiel. C'est que je crois qu'il y a une littératie numérique, qui commence à être un peu mieux, en tout cas en France, instaurée et ce dès le plus jeune âge. Moi, je me rappelle, sur, les enfants notamment, on avait un discours il y a, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui était quand même extrêmement pro internet, qui était extrêmement naïf, pour utiliser votre terme, et dans lequel on expliquait que, finalement, passer un peu de temps sur les écrans, c'était pas trop grave. Là, ce qu'on voit, c'est que les professeurs des écoles sont de plus en plus outillés. C'est eux qui sont réellement le contre-pouvoir des plateformes. Il y a eu tout un travail d'éducation auprès des parents, dès la petite enfance pour expliquer que non, les écrans pour donner accès à internet, c'est comme la télévision, c'est comme le sucre, il y a une responsabilité énorme sur qui a accès et à quoi. Donc il y a quand même, un travail là-dessus. Et il y a un travail que c'est assez intéressant, c'est que au lieu d'utiliser, les GAFAM ou, les plateformes attendues comme, WhatsApp, comme, pour gérer, on va dire, les relations avec les classes, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de startups dans l'EdTech qui commencent à être extrêmement reconnues, et diffusées dans toutes les écoles et qui prouvent aux gens qu'en fait, on n'est pas obligé d'utiliser, des outils a priori gratuits, mais qui sont en fait pas totalement positifs pour l'individu. Donc petit à petit, il se passe quand même des choses pour reprendre le contrôle, là-dessus. Vous êtes tous prêts, vous avez le stylo à la main? Oui. Premier mot, papillon. Chut, allez-y.
Classer les mots en fonction du nombre de syllabes. Cet exercice, ces élèves de grande section le font aussi sur papier, mais sur tablette, c'est encore mieux. Quand je vois au niveau du primaire, en tout cas, c'est qu'il y a un effort de fait pour essayer à leur échelle d'utiliser des plateformes collaboratives, on va dire approuvées par l'éducation nationale. Il y a un travail de plus en plus conséquent où ils font venir des intervenants extérieurs pour expliquer aux petits qu'est-ce qu'ils jouent sur leurs usages. Il y a plein d'initiatives dans la vie réelle, notamment pour tacler le cyberharcèlement. Je vous donne un exemple dont je parle dans le livre, mais les bancs de l'amitié. Ça paraît, anecdotique comme ça, sauf que quand dans les écoles et notamment dans la petite enfance, on explique à des classes entières que quand quelqu'un, se sent pas bien, il a le droit de s'asseoir sur un banc et que s'il est tout seul, il faut venir le voir parce que c'est ça le comportement normal, en fait, on est en train de regagner la bataille. Moi, ma génération, on avait presque appris que quelqu'un tout seul sur un banc, c'était un weirdo, quoi. Bon, la nouvelle génération, c'est exactement l'inverse. C'est: «Attends, pourquoi on le laisse tout seul? On est débile ou quoi?» Donc on est en train de remettre, on va dire, du normal, là où on l'avait complètement abandonné. Je crois qu'on est en train de retravailler la socialisation à des niveaux très concrets au niveau des plus petits et ça, en revanche, c'est plutôt, je trouve, très positif. Vous abordez ça aussi dans votre livre. Vous proposez de réenchanter les réseaux. Laurent, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, justement pour agir dans ce sens et réenchanter un peu nos usages? Alors, moi, c'est toujours pareil. C'est que j'ai adoré cette phrase de Spinoza qui a dit un jour, je suis désolé, je la cite à chaque fois, mais arrêtons de pleurer, il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, là, on vient de comprendre qu'Internet était un monde profondément injuste. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on va avoir du mal à pouvoir y échapper. Donc, moi, je vois plusieurs choses très simples qu'on peut mettre tous en place. Le premier, on va dire territoire ou terrain de jeu, c'est de sans doute retemporaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que recréer nos rythmes à nous, en tant que petits humains, ça peut être super intéressant. Par exemple, se dire: «Je vais commencer à avoir des plages horaires où je vais pas consulter les feeds de mes réseaux sociaux. Je vais m'imposer des rendez-vous de lecture. Je vais me, créer des fenêtres de tir extrêmement, on va dire, précises pour publier». En fait, ça paraît idiot, mais vu que nos comportements actuels sont plutôt en mode passe-temps, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a 5 minutes, hop, on sort le téléphone et on ne sait pas trop pourquoi, on l'ouvre en réalité, tout d'un coup, remettre un petit peu de conscience dans la temporalité de nos usages numériques, c'est un truc qui peut être assez, intéressant. Il y a des choses aussi très simples, par exemple, pas de téléphone à table. Là aussi, ça paraît idiot, mais se dire qu'on pose le téléphone, loin de la table, qu'on recrée un temps de commensalité avec ses parents, avec ses colocs, avec, son amoureux ou que sais-je, en fait, c'est déjà reprendre la main, et grappiller des minutes d'attention disponibles. Donc déjà retemporaliser. Second terrain de jeu pour moi, c'est comment est-ce qu'on recompose son, information? C'est-à-dire que pour moi, plutôt que de laisser les algos, nous nourrir, d'un contenu qu'on serait soi-disant à même, de consommer, sur la base de ce qu'ils comprend de nous, moi je pense que là aussi, on doit être un tout petit peu plus actif dans la façon dont on va, consulter l'info. Donc typiquement, pourquoi les newsletters ont autant le vent en poupe? C'est pas parce que tout d'un coup, les gens sont devenus passionnés, d'emails, c'est parce que ça leur apporte une temporalité, un format, un temps long sur lesquels ils vont se remettre à apprendre. Ils vont se réabonner, on le voit notamment dans les communautés, littérature, à des jeunes auteurs, à des jeunes poètes. On en revient finalement au tout début du web 2.0 et même avant, où on commençait à avoir de nouveau de l'émotion parce qu'on découvre un texte qui va nous plaire et on va prendre le temps de le lire et ensuite éventuellement de le recommander. L'autre sujet, on va dire, sur, cette notion de recomposition de notre information, c'est de redécouvrir, les lecteurs de flux RSS. Moi, je suis toujours estomaqué du peu de gens qui utilisent, par exemple, les applications comme, Feedly, qui vous permettent d'avoir, des sources de contenu, choisies par vous, qui vous permettent de vous composer, votre petit journal, quotidien avec les centres d'intérêt qui vous plaisent vraiment. Ça peut être aussi un terrain de jeu, intéressant. L'autre élément pour recomposer son info, c'est de se créer des listes choisies. C'est-à-dire, se dire qu'au lieu d'aller voir au hasard, TikTok ou son feed Insta, tiens, on va aller plutôt consulter volontairement
4 ou 5 ou 6 espaces médiatiques, blog, magazines en ligne, pour se refaire plaisir tout simplement. L'autre élément, alors une fois que ça c'est fait, vous venez de gagner peut-être déjà, 10 minutes, donc par rapport à 2h27 en moyenne, temps passé réseaux sociaux, bah, vous commencez déjà à avoir gagné une première bataille, hein. 10 minutes sur 100, du coup 47, ça commence à être pas mal. Après, si vous êtes vraiment ambitieux, il y a des petits rituels de sortie. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de réapprendre la fermeture ou, de mettre des fins dans nos consommations en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a des rituels que vous pouvez mettre en place. Par exemple, au lieu de regarder, dans son lit TikTok avant de faire dodo, sur lequel il y a pas réellement de fin, bah, peut-être que vous allez, vous forcer à ne pas regarder TikTok comme dernier usage numérique, mais plutôt, bah, justement un podcast ou même un épisode de série ou un film où il y a une véritable fin. Ça paraît idiot comme ça et un peu, on va dire, méta, mais le fait que vous allez réapprendre à votre cerveau que vous pouvez avoir le droit de choisir un début et de choisir une fin, ça vous reprogramme entièrement votre expérience médiatique. Pourquoi? Parce que du coup, ça devient plus un passe-temps, ça devient un endroit où vous allez y chercher un contenu. Donc ça change absolument toute la donne. Encore une fois, hein, il y a plein de façons de reprendre le pouvoir, mais moi j'aime bien la notion de sanctuaire de conversation, dont je parle beaucoup, 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 dans, le livre. C'est quoi un sanctuaire? C'est des espaces où on n'est pas là pour être performant. Moi j'aime beaucoup, l'exemple, des bancs de l'amitié dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi, en Asie, mais enfin surtout au Japon, mais c'est en train de d'essaimer un peu partout sur terre, vous avez les téléphones du vent. Alors je sais pas si vous avez entendu parler des téléphones du vent, ça vous parle ou pas? Nous sommes en 2010 au nord du Japon, dans une petite ville côtière appelée Otsuchi. Sur une colline, un homme installe une vieille cabine téléphonique dans son jardin. Il s'appelle Hitaru Sasaki. Quelques mois plus tôt, il a perdu son cousin. Alors il a installé ce téléphone pour continuer à lui parler. Un téléphone relié à aucune ligne. Un an plus tard, mars 2011. Un tsunami ravage la région. À Otsuchi, près de 10% de la population disparaît. La cabine téléphonique, elle, est restée debout. Et peu à peu, des habitants commencent à y venir. Pour parler à ceux qui sont partis. À ceux à qui ils n'ont pas pu dire au revoir. Comme si leurs mots pouvaient être portés par le vent. Ce qui devient assez beau dans cette histoire, c'est que ça force les gens à prendre leur voiture ou leur vélo ou leurs pieds pour se rendre à un endroit presque méditatif. Il y a un lieu qui sacralise un besoin, c'est-à-dire penser à quelqu'un qui est parti, éventuellement se mettre à pleurer et voilà, se reconnecter à l'autre sans qu'il soit là. Il y a, le jeu de l'artefact, c'est-à-dire que ce téléphone, on sait bien qu'il est relié à rien du tout. Sauf que tout d'un coup, ça va être, comme quand vous mettez un petit cadenas sur, comment dire? Un pont, avec le nom de votre amoureux ou de votre amoureuse, voilà, à Paris ou dans les capitales du monde. Ça vous crée une espèce de rituel social, de rituel culturel dont vous allez pouvoir sortir grandi et dont vous allez parler par la suite. Alors ça paraît idiot ce petit rituel, sauf qu'on se rend compte que dans un monde où, on est dans un présent permanent, on a tendance à oublier la mort et tout d'un coup, je trouve que là où c'est très fort de la part de nos amis japonais, c'est que réinstitutionnaliser et revisibiliser, on va dire, la mort et le défunt, lui donner une existence par, on va dire, ce type, d'objet-là, bah, c'est quelque chose qui peut être éminemment beau, poétique et vous sentir en réalité très vivant et pas juste en vivance. Les algorithmes influencent nos comportements, mais ils ne déterminent pas entièrement nos usages. Comprendre ces mécanismes est peut-être déjà une première manière de reprendre la main. Merci à Laurent François. Vous pouvez poursuivre la réflexion avec son livre « Craquer l'algorithme, réenchanter les réseaux sociaux ». C'était dans ton écran. Et d'ici là, n'oubliez pas de questionner ce que montrent vos écrans.